Tu lui dis « ne prends pas de cookies avant dîner », tu sors de la pièce, 90 secondes, tu reviens, miette sur ses lèvres, emballage froissé dans sa main. Il te regarde avec des yeux ronds, comme si tu venais de te matérialiser de nulle part. Alors tu serres les règles, tu le surveilles davantage, et devine quoi, ça empire quand tu n'es pas là. Tu expliques pourquoi les règles existent. Il hoche la tête, il a l'air de comprendre. Et puis tu pars, et c'est reparti. Tu punis après coup. Il pleure, il s'excuse. La prochaine fois, même scène exactement. Mais voici ce qui se passe ensuite. C'est là que la plupart des parents se trompent complètement. Tu penses, il me teste. Il me manque de respect. Il sait exactement ce qu'il fait. Voici ce qui se passe vraiment dans son cerveau. Il n'a jamais appris à réguler sans toi. Tu es son système d'alarme externe, pas interne. Quand tu disparais de la pièce, le système s'éteint. Et c'est exactement à ce moment-là que tout s'emballe. Pense à ça comme ça. Tu es le gardien de sécurité dans un magasin. Tout le monde se tient bien quand tu es là. Mais dès que tu tournes le dos, quelqu'un glisse quelque chose dans sa poche. Ce n'est pas qu'il est mauvais, c'est que le signal externe de « quelqu'un regarde » vient de disparaître. Et le signal interne n'a jamais été installé. Si tu as fait ça, renforcer les règles, surveiller plus, punir après. Tu n'es pas un parent qui échoue, tu es humain. C'est ce qu'on nous a tous montré. Plus de contrôle égale plus d'obéissance. Mais personne ne nous a dit que ça construit des enfants qui ne fonctionnent que sous surveillance, qui s'écroulent dès que tu quittes la pièce, qui attendent toujours que quelqu'un leur dise quoi faire. Voici pourquoi. Son cortex préfrontal, le siège de l'autorégulation, du contrôle des impulsions, de la capacité à faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde, se construit par répétition autonome, pas par obéissance sous pression. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a regardé faire ton travail par-dessus ton épaule. Tu l'as fait, parfaitement. Mais dès qu'il est parti, ton cerveau s'est relâché. Pas parce que tu es paresseux, parce que la surveillance externe court-circuite ton système interne. Ton enfant fait exactement la même chose, sauf que son cortex préfrontal est encore en chantier. Il a encore moins de ressources que toi pour résister quand le gardien disparaît. Au Japon, les parents utilisent quelque chose qu'ils appellent shitsuke. Ce n'est pas discipliner dans le sens où nous l'entendons. C'est enseigner au corps. Pas à l'esprit qui obéit, au corps qui sait. Tu vois un enfant de 6 ans qui range ses chaussures à l'entrée de la maison. Pas parce que sa mère regarde depuis la cuisine, parce que ses mains savent déjà quoi faire. Le geste est devenu automatique, inconscient, intégré. En français, on pourrait appeler ça la discipline du dedans. Ce que tu vas faire dans les prochaines minutes va sembler contre-intuitif. Tu vas reculer pour qu'il avance. Tu vas retirer ta surveillance pour qu'il installe la sienne. Prêt ? 5 jours. Comptons ensemble. Étape 1. Jour 1. Annonce la routine, corps d'abord. Choisis une règle qu'il brise quand tu pars. Une seule, pas 3. Une. Les cookies avant le dîner. L'écran quand tu montes à l'étage. Les jouets qui traînent dans le salon. Maintenant, tu ne dis pas « ne fais pas ça ». Tu dis « voici ce que ton corps va apprendre cette semaine ». Et tu le fais avec lui, pas pour lui. 3 fois de suite. Maintenant. Tout de suite, pas demain. Si c'est ranger les jouets, tu mets ta main sur sa main, geste par geste. On prend le camion, on le pose dans le bac. On prend la voiture, on la pose dans le bac. Voici les faits. Son cerveau n'encode pas l'ordre, il encode le mouvement. Les neurones moteurs s'allument. Le geste devient une séquence physique, comme lasser ses chaussures ou se brosser les dents. Pas une règle abstraite qu'il doit se rappeler. Repère temporel. Jour 1, 3 répétitions. Son corps commence à savoir avant que son esprit comprenne. Étape 2. Jour 2, tu restes mais tu te tais. Même routine, même heure. Mais cette fois, tu es dans la pièce et tu ne dis rien. 0 rappel verbal. Aucun « tu as oublié quelque chose ». Rien. S'il oublie, tu pointes du doigt l'objet. Pas de mots, juste le geste. Son cerveau doit chercher tout seul ce qui vient ensuite. Voici ce qui se passe dans son cortex préfrontal. Il arrête d'attendre ton instruction. Il commence à chercher le signal interne. Qu'est-ce que mes mains doivent faire maintenant ? Au lieu de « qu'est-ce que maman va me dire de faire ?» C'est inconfortable pour toi. Tu vas avoir envie de parler, de rappeler, d'aider. Résiste. Le silence est le cadeau que tu lui fais. Ton cerveau emprunte son calme, et dans ce calme, le sien apprend à réguler. Repère temporel.
48 heures depuis le début. Première tentative autonome. Elle sera maladroite. Laisse-la être maladroite. Étape 3. Jour 3, tu sors, mais tu reviens vite. C'est la partie contre-intuitive. Tu sors de la pièce, 30 secondes, c'est tout, et tu reviens. Mais tu ne reviens pas pour vérifier. Tu reviens pour célébrer ce qu'il a fait, pas ce qu'il a évité. Tes mains ont rangé ça toutes seules, pas tu n'as pas laissé traîner. Tu vois la différence ? Voici pourquoi c'est crucial. Le cortex préfrontal se renforce par reconnaissance d'action autonome, pas par peur de punition. Quand tu nommes ce que son corps a fait sans toi, tu installes une boucle de rétroaction interne. J'ai fait ça, tout seul, ça a marché. Son cerveau libère de la dopamine, pas parce qu'il t'a évité, parce qu'il s'est réussi. Temps écoulé, 72 heures depuis le début. Le sol commence à se stabiliser sous ses pieds. Étape 4, jour 4, distance prolongée. Tu sors de la pièce, 3 minutes cette fois, et tu reviens. S'il a réussi, même chose, ton corps a su. Courte célébration, pas de fanfare, juste reconnaissance. S'il a échoué, et il va peut-être échouer, voici ce que tu ne fais pas, tu ne punis pas, tu ne rappelles pas la règle. Tu dis, on dirait que tes mains ont oublié, refaisons ensemble une fois. Et tu recommences. Main sur sa main. Une fois, pas 3, une. Voici ce qui se passe dans son cerveau à ce moment-là. L'échec n'active pas son amygdale. Il n'y a pas de menace, pas de honte, juste une information. Le geste n'est pas encore ancré. On le refait. Pense à apprendre à faire du vélo. Tu tombes, ton parent ne dit pas « tu es puni, tu ne peux plus toucher le vélo pendant 3 jours ». Il dit « allez, on recommence ». Ton cerveau intègre « échouer fait partie du processus, ce n'est pas dangereux ». Même chose ici, repère temporel, 96 heures. Le geste commence à tenir tout seul. Étape 5, jour 5. Tu sors, tu ne reviens pas tout de suite. 5 minutes, 10 minutes. Tu vagues à tes occupations. Quand tu reviens, tu observes. S'il a fait ce que son corps sait maintenant faire, tu nommes encore une fois. Regarde, tu as su sans moi. S'il a oublié, tu ne dramatises pas. Tes mains ont besoin de quelques jours de plus. C'est normal. On continue. Voici le moment clé. Tu arrêtes de traiter l'échec comme une crise. L'échec devient une donnée, une information sur où en est son cerveau, pas sur qui il est. Et voici ce qui se passe au fil des prochaines semaines. Les rappels s'espacent, les oublis aussi, jusqu'à ce qu'un matin, tu le vois ranger ses affaires sans même y penser. Pas parce que tu as demandé, pas parce qu'il se force, parce que ses mains savent. Le geste est devenu interne. Voici à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Avant, tu dis « range tes Legos avant de descendre ». Tu montes à l'étage. 5 minutes plus tard, tu redescends. Lego partout. Tu serres les dents. Je t'avais dit de ranger. Il hausse les épaules. J'ai oublié. Tu ranges toi-même, furieuse, en marmonnant. Le lendemain, même scène. Après 5 jours. Tu lui montres comment ranger. Main sur sa main, 3 fois. Le deuxième jour, tu restes dans la pièce, tu ne dis rien, tu pointes du doigt quand il hésite. Le troisième jour, tu sors 30 secondes, tu reviens, tes mains ont su. Le quatrième jour, 3 minutes, il oublie un camion, tu refais avec lui une fois. Le cinquième jour, tu montes à l'étage. Tu redescends 10 minutes plus tard. Les Legos sont dans le bac. Pas parfaitement, mais ils sont dedans. C'est ça le micro-gain, pas la perfection, la progression. Au fil des semaines, voici ce qui change. Il arrête de guetter ton regard avant de bouger. Ses gestes deviennent fluides, automatiques. Il ne réfléchit plus à « est-ce que maman regarde ?» Il fait, c'est tout. 3 semaines plus tard, tu le vois ranger ses chaussures à l'entrée alors que tu es encore dans la voiture. Personne ne lui a demandé. Ses mains ont juste su. Et voici la scène à 6 mois. Tu es dans le salon, il joue avec ses blocs. Il est temps de passer à table. Tu n'as rien dit encore. Il regarde l'heure sur l'horloge murale. Il se lève, il range les blocs dans leur boîte, un par un, sans précipitation. Il vient vers toi. C'est prêt ? Aucun rappel, aucune bataille. Juste un enfant dont le corps sait ce qui vient ensuite. Tu ne fais pas que lui apprendre à ranger des jouets. Tu deviens le sol stable sur lequel il apprend que ses actions peuvent venir de l'intérieur, pas seulement d'une voix extérieure qui surveille. Tu te souviens de cette scène d'ouverture ? Les miettes sur ses lèvres, l'emballage froissé, ce regard comme si tu venais d'apparaître de nulle part ? Ce n'était pas du manque de respect. C'était un cerveau qui n'avait jamais appris à fonctionner sans toi.
Maintenant, tu sais comment construire ce système interne. Pas en serrant les règles, en enseignant au corps, en reculant pour qu'il avance. Si cette vidéo t'a parlé, la prochaine va plus loin. Pourquoi ton enfant fond en larmes quand tu dis non et les 3 phrases qui changent tout. Clique maintenant.